Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau podcast d'Écran Droit. Bonjour, merci beaucoup Xavier, je suis Jacopo Bodini, je suis italien, je suis philosophe, je suis chercheur à l'université Jean-Moulin Lyon 3 en philosophie et je collabore avec un groupe de recherche qui s'appelle Vivre parmi les écrans, dont le but est un peu celui d'analyser les transformations que les écrans, et notamment les écrans numériques, ont apporté à notre vie. Très bien, du coup l'idée c'est de parler un peu de l'évolution de la consommation de contenu audiovisuel depuis ces dernières années. À ton sens, comment la technologie a impacté notre moyen de regarder l'image? Est-ce que ça a eu un impact concret par rapport au cinéma? Qu'est-ce que tu peux en dire de ça? Déjà, pour prendre la chose de manière très générale, c'est qu'on pourrait dire que certainement les nouvelles technologies ont transformé les manières de voir et d'imaginer et de produire des images. Mais ce qu'on pourrait dire, pour avoir un peu de recul, est que toujours et depuis toujours, les images sont une question de technologie. Il n'y a pas d'images qui sont justement naturelles. L'un des premiers signes de cette interaction entre l'être humain, l'environnement et les technologies qui commençaient à se créer. Si l'on pense par exemple aux parois rupestres, à l'art du paléolithique, on voit qu'on rentre dans des cavernes et dans ces cavernes, ces êtres humains commencent à toucher les murs, à, si on veut, salir les murs avec des piments qu'on trouve dans la nature. Et on utilise les mains, on utilise la bouche. Et après, ce qu'on fait, ça c'est le geste qui fait l'image, si l'on veut, on retrait la main. Et donc, c'est dans la retraite qu'il y a quelque chose qui est laissé là pour qu'on puisse interagir avec ces choses qui deviennent séparées du sujet. Donc pour toi, ça c'est les prémices de l'écran. Oui, tout à fait, c'est très bien ce que tu dis parce que justement là, il y a ce mur qui est un mur qui est noir, qui d'un côté empêche la vision de l'horizon parce qu'on rentre dans la caverne, on ne fait pas de l'art dehors où il y a l'horizon, on rentre dans une caverne où on ne voit rien, mais justement avec des conditions, des possibilités, des visions très limitées, on commence à construire une vision, entre guillemets, on pourrait dire artificielle, ou je dirais plutôt technologique. Et justement, là, on commence à se confronter avec les images qui sont séparées de nous, qui ont leur agentivité, qui ont des choses à nous dire, même si on les a fait d'un côté, mais qui restent là pour nous interroger. Et la chose qu'elles font par rapport aux technologies est justement l'idée de montrer comment l'interaction entre l'être humain et les mondes, depuis toujours, l'interaction technologique qui modifie pas simplement le monde, mais aussi l'être humain. On a remarqué ces dernières années qu'avant l'audiovisuel, c'était surtout le cinéma. Avec l'arrivée des technologies, des écrans, des téléphones portables, des ordinateurs, on a commencé à le regarder chez nous. C'est quoi la différence fondamentale pour toi entre le cinéma et regarder un film chez soi dans son canapé? C'est un peu la question de se demander si regarder un film, c'est le cinéma. Les théoriciens ont des réponses qui sont très différentes. D'un côté, certainement, le cinéma est quelque chose de plus que le film parce que c'est déjà, ça indique un lieu et toute une série de choses qui vont avec. Donc, une salle noire, des personnes qui se réunissent, donc une dimension collective. On paye un ticket, donc c'est un événement. C'est un événement, clairement. C'est un événement qui a des horaires, surtout à partir d'un certain moment, parce qu'on dit que c'est Hitchcock avec Psychose qui a forcé le public à entrer au début du spectacle, parce que la protagoniste allait disparaître après une demi-heure, et donc il voulait pas que les gens, d'abord, avant les gens arrivaient un peu quand elles voulaient, et on rentrait, on regardait un spectacle, et si on arrivait à la moitié du film, on allait voir la première partie après, on restait juste là, assis là-dedans, et donc là, ça a un peu changé ça, mais quand même, il y a des horaires, des visions, on peut pas mettre en pause, on est d'un côté dans un environnement qui est spécifiquement créé pour la vision d'un film, donc l'environnement est noir, et la seule lumière est sur l'écran. De l'autre côté, il y a quand même des personnes à côté de nous qui pourraient, je sais pas, manger, à l'époque fumer, parler, dormir, il y en a qui ronflent, et certainement, ça conditionne la vision. Depuis l'arrivée de la télévision, et maintenant des écrans mobiles, l'expérience de voir un film n'est pas une expérience qui est limitée au cinéma. Mais une autre chose qui s'est passée, que les théoriciens appellent des expanded cinema, c'est que les cinémas commencent à devenir un support pour l'art contemporain. Et donc là, on parle de cinéma véritable, donc en pellicule, etc. Ou aujourd'hui, avec la vidéo art qui reprend quand même les technologies numériques avec lesquelles on fait aussi du cinéma. D'ailleurs, le monde du cinéma a un peu peur de ça. On le voit avec Pedro Almodóvar au Festival de Cannes. Il craignait un peu l'arrivée des plateformes parce que selon lui, ça a changé le mode de consommation des films tel qu'il était censé l'être pour lui, c'est-à-dire dans cette hypnose du grand écran comme on en parle. Après, c'est une manière différente de consommer un produit culturel, tu vois, en l'occurrence un film. Là, je vois la différence principale, c'est le confort. Quand on est à la maison, comme tu dis, on fait pause, on peut être tranquille. Au cinéma, on est vraiment limité par ce temps et on est obligé d'adhérer en fait à une atmosphère globale et on se laisse un peu guider en fait par cette ambiance. Mais moi, je suis pas d'accord avec lui dans le sens où il dit qu'il a peur, ou pour moi, c'est une nouvelle manière de consommer qui ne fera certes une petite concurrence, mais ne va pas entièrement remplacer la manière de consommer au cinéma. Ce qui est intéressant,
intéressant peut-être que justement tu dis des choses qui sembleraient être collatérales par rapport à la vision d'un film. On a vu un film, même si on l'a mis en pause, on a laissé faire un café à un moment donné parce qu'on était en train de s'endormir par exemple, mais ça change beaucoup la perception du spectateur. Et c'est un peu ce que Almodovar dit au sens où, quand on regarde chez soi par exemple, moi j'ai du mal à regarder des films chez moi, surtout des films d'auteur, parce que je sors le téléphone ou on reçoit un appel, on reçoit un WhatsApp peut-être de travail même, donc c'est pas forcément que du loisir et on n'arrive pas à garder la même concentration. Parce qu'au cinéma, je le fais jamais. Et donc souvent, je vais au cinéma pour trouver cette ambiance de respect du film. Alors là, je pense que le point d'Almodovar était un peu, d'un côté, ça respecter les films et aussi revenir à ce qu'il appelle une sorte de hypnose. Oui. Mais hypnose dans le sens véritable du terme, où il y a une source de lumière qui hypnotise un spectateur. Et tous les spectateurs ont, disons, une attention qui est focalisée sur cette même source de lumière, d'image, qui devient justement les centres de l'attention des spectateurs. Et là, la dimension compte au-delà de ce qu'on peut penser, au sens où elle est différente par rapport au spectateur. Et une chose que tu disais par rapport au confort est très intéressante parce que Almodovar l'utilisait dans le sens inverse. Il disait il ne faut pas que l'écran soit plus petit que le support du spectateur. Donc pas simplement le spectateur, mais la chaise où il est. Ouais. Si on est sur un sofa et on regarde un truc dans le téléphone, l'image par rapport à où l'on est quelque chose de beaucoup moins important. Et par contre, là, sur une chaise quand même petite, au cinéma, on se trouve face à des images énormes. Ça va aider pas simplement l'hypnose, mais aussi, il dit, les sentiments d'immersion par rapport au film. De se sentir plongé dans le film. Il y a une phrase de Romain Bellour qui dit « La projection vécue d'un film en salle dans le noir, le temps prescrit d'une séance plus ou moins collective, reste la condition d'une expérience unique de perception et de mémoire que toute situation autre de vision altère plus ou moins. » Oui, c'est un peu ça. La position de Bellour est très stricte là-dessus. Il dit le cinéma est cette expérience-là. Le reste, c'est voir des films, mais c'est pas le cinéma. À une vision correspond aussi à un type de spectateur. Et ce type de spectateur est un type de sujet, un type d'être humain. Et donc, ça change aussi peut-être la manière d'être humain, la manière de percevoir, la manière de s'identifier au personnage, la manière de rentrer dans une histoire, la manière de ne plus avoir idée de quelle heure il est parce qu'on a passé toute la journée dans les cinémas. Après, c'est vrai qu'on le fait aussi avec les séries, avec le binge-watching, c'est pas quelque chose de complètement différent. Et du coup, il y a aussi un aspect économique. Le modèle du cinéma n'est pas du tout le même que des plateformes ou sur YouTube, sur les réseaux sociaux, c'est complètement gratuit. Bon, c'est un marché des données personnelles, des données, essentiellement. Donc, est-ce que c'est ça aussi qui fait que les gens vont moins au cinéma ? Sûrement, le fait de devoir sortir, payer un billet, s'habiller, ce sont tous des facteurs qui contribuent au succès des plateformes. Après, on dépense beaucoup d'argent chez soi sur Internet sans s'en rendre compte parce que justement, c'est un système qui nous fait percevoir plus de payer de l'argent quand on doit sortir le portefeuille de notre manteau plutôt que de payer avec des subscriptions, des abonnements, des forfaits, des trucs qui sont déjà là et on se rappelle même plus qu'on est en train de payer Mubi, qu'on regarde jamais ou Prime Video, je sais pas, il y a plein de choses auxquelles on pourrait être abonné, on oublie. Mais ce qui est intéressant, c'est que le monde de la plateforme est entré de manière économiquement importante dans le monde de la production du cinéma. Par exemple, Netflix a fait un accord avec le gouvernement français selon lequel ils avaient le droit à diffuser des films qui étaient en salle beaucoup plus tôt qu'avant, en échange, pas de payer de l'argent, mais de s'engager à produire des films. Mais certes, produire un film en France, c'est très bien pour les marchés cinématographiques français, d'un côté, mais de l'autre, ça reste propriété de Netflix, ça reste une chose sur laquelle Netflix, oui, s'engage à les produire, mais va gagner de l'argent là-dessus. Et ça reste quelque chose dans les standards de Netflix. Parce que là aussi, il y a peut-être une influence des plateformes d'un point de vue de contenu. Sur le côté artistique. Côté artistique. Et une chose est, par exemple, ce qu'on appelle les high concept. C'est un peu le pitch, le fait qu'un film doit avoir un truc qui garde, t'accroche, oui. Et ce pitch, aujourd'hui, doit être universel. On a des plateformes qui sont partout. Et donc, il faut qu'une histoire soit une histoire compréhensible par tout le monde de la manière la plus simple possible. Ouais. C'est un peu la différence entre ce qu'on a qualifié de cinéma d'auteur, des films plus commerciaux qui vont attirer plus de monde. Forcément, vu qu'eux, ils ont un objectif de rentabilité important derrière, plus important que dans du cinéma d'auteur, ça va jouer sur le côté artistique. Oui, c'est clair. Mais après, ce qu'on peut voir dans l'histoire du cinéma est que des expériences très particulières et pas forcément très célèbres de cinéma, donc je pense au B-movie italien, au cinéma japonais, déviant dans les cinémas mainstream, mais aussi d'auteurs de Quentin Tarantino, par exemple, des éléments de référence très forts. Et là, il y avait vraiment des éléments de culture localisés, si l'on veut, une sorte de pluralité. Ces films-là n'étaient pas compréhensibles par tout le monde. Mais après, un auteur a eu la possibilité de les utiliser pour créer quelque chose d'artistiquement innovant. Et aujourd'hui, si on produit des films qui doivent être forcément compréhensibles par tout le monde,
monde, on risque de rendre beaucoup plus pauvre la variété, la différenciation de contenus, des manières de raconter des histoires. Pour conclure, une dernière question. Est-ce que, selon toi, la multiplication des écrans dans nos vies peut changer notre manière de voir le monde, notre rapport aux autres, au-delà simplement de la consommation de ces contenus audiovisuels? Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a beaucoup de changements qui vont même au-delà de l'aspect perceptif. Il y a les émotions qui sont incluses, il y a le désir, c'est qu'on imagine, donc l'imaginaire. Et peut-être on peut aussi conclure d'une manière un peu plus positive, vu qu'on a fait une critique qui était importante, mais qui était plutôt souvent négative, de la manière où ces écrans ont commencé à impacter les mondes et les vies des personnes. Mais c'est vrai que l'écran est un dispositif qui se présente aujourd'hui comme un modèle très différent par rapport aux autres dispositifs de vision qu'on avait par exemple en Occident. Je pense à la fenêtre albertienne, et ces modèles étaient un modèle dualiste, donc qui séparait deux espaces, l'espace du sujet qui était un espace actif de contemplation, de production de l'image, et l'espace de l'objet qui était complètement passif, qui était une chose presque à disposition du sujet. Et il y avait cette séparation qui n'était pas franchissable. L'écran par contre est une surface de réversibilité, et ça c'est une chose qui commence avec les cinémas. Les cinémas avec champ contre champ par exemple permet de renverser spectateurs et spectacles, et donc le montage d'un côté et l'identification de l'autre sont les deux éléments qui permettent à la surface de l'écran cinématographique de devenir une surface de réversibilité. Mais aujourd'hui devient encore plus important. Par exemple avec le selfie, ça devient une manière de raconter pas simplement soi-même, mais c'est une manière de se montrer dans un contexte, de réunir les spectateurs et les spectacles qui traditionnellement dans notre culture étaient séparés. Et aujourd'hui par contre se retrouvent là sur le même plan. Donc ça c'est une chose intéressante. Le spectateur devient le spectacle. Les spectateurs deviennent le spectacle et les spectacles deviennent un spectateur en même temps. Et donc, très égocentrique mais, comme vision. Non, pas forcément justement, parce que les spectateurs qui se pensent séparés du spectacle, au moment où il devient le spectacle, devient aussi quelque chose qui est vu par des autres. Et donc tu n'as plus le contrôle. Tu n'as pas forcément le contrôle de ce qui se passe. Et c'est ce qui s'est passé avant. La fenêtre permettait à celui qui était le sujet de voir les choses et les garder dans son contrôle. Et par contre aujourd'hui, c'est vrai, il y a ce côté narcissique dans le sens étymologique du terme, donc du fait d'être un peu de deux côtés, qui évidemment aide à une hypertrophie de l'ego. Mais si on allait étudier mieux ça, on pourrait voir que c'est une expérience de deux possessions du privilège du spectateur. Je n'ai pas ce privilège forcément. J'ai peut-être le privilège de passer à l'écran, c'est qu'il y a aussi une exposition. Et cette exposition n'est pas forcément quelque chose qui va me rendre encore plus forte. Ça peut me rendre aussi plus vulnérable, plus exposé aux autres. Donc ça, c'est un point important. Et un autre point est, si vous voulez, la question de la transparence. La fenêtre était un modèle de vision qui disait on voit à travers s'il y a une bonne transparence. Il faut qu'on voit les choses comme s'il n'y avait presque pas de médiation, parce que comme ça, on voit la réalité. Et par contre, l'écran est un modèle d'opacité. L'écran est quelque chose qui montre en cachant quelque chose. Il n'y a pas de démonstration sans dissimulation. Et en même temps, en cachant quelque chose, fait voir. Donc, il y a toujours ce double rapport qui fait de sorte qu'on comprend, ou on devrait comprendre que la visibilité, mais aussi l'audiovisuel en général, l'audiovisibilité est quelque chose d'opaque. Il y a toujours un filtrage. Te guide avec le montage. Et c'est intéressant ce que tu dis par rapport à la dissimulation. Quand on cache quelque chose, on montre quelque part, et inversement aussi. Mais finalement, je trouve que c'est une bonne manière de décrire notre rapport au monde. C'est toujours, on revient en caverne au début. On rentrait dans un espace où on pouvait voir rien pour créer des images. Parce que sinon, si on voit déjà tout, c'est compliqué de voir des images. Donc, la création d'un contenu audiovisuel, d'une certaine manière, l'expression, on pourrait dire de manière plus générale, est quelque chose qui a toujours à faire avec des choix qu'on va faire. Et si l'on pense aujourd'hui, quand même, tout le monde, presque, chaque jour fait des sortes de films. Parce que quand on fait un reel sur Instagram ou sur TikTok, on est en train de faire un film. On fait un montage, on fait des choix de caméra. Après, souvent, ces choix sont inconscients, c'est vrai. Mais si on faisait une sorte d'éducation sur ça, ça pourrait être intéressant quand même. Parce que chaque jour, quand même, on est poussé à cet effort qui pourrait être aussi créatif. On peut vraiment construire une éducation aux écrans pour nous réapproprier un peu de cette... Oui, c'est pas noir ou blanc. Il y a forcément des points positifs, des nuances à faire, évidemment. Merci beaucoup, Jacopo, d'avoir répondu à nos questions, d'avoir échangé avec nous. Merci, Yacine. Merci Xavier. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. À bientôt pour d'autres sujets. Au revoir. Salut.